Elle m'a fait asseoir près de la cuisine. C'est là que j'ai regardé mon fils se marier, à travers une porte battante, derrière un plateau de cocktails de crevettes. J'ai payé pour le mariage, chaque fleur, chaque chaise. Mais quand la musique a commencé et que les toasts ont débuté, je n'en faisais pas partie, pas même de loin. J'ai souri, je suis restée silencieuse, et après la dernière bouchée de gâteau, j'ai tout réduit en cendres d'un seul appel téléphonique. Abonnez-vous si cette histoire vous touche, et dites-moi d'où dans le monde vous regardez. Il n'y avait aucun signe, aucune carte, aucune plaque nominative, aucun accueil chaleureux, juste une chaise pliante avec une serviette en papier jetée sur le siège. C'était ma place, entre une pile de plateaux usagés et un chariot à roulettes avec une roue cassée qui grinçait à chaque fois qu'on le poussait. Je suis restée là quelques secondes, clignant des yeux avec force. L'odeur de la sauce marinara flottait dans l'air, épaisse et aigre, s'accrochant à la vapeur des portes de la cuisine. Je sentais la chaleur des fours contre mon dos et quelque chose en moi s'est tordu. J'ai baissé les yeux sur ma robe, un doux chiffon mauve cousu à la main. J'avais passé 3 heures à me faire coiffer ce matin-là, 3 heures à prétendre que ce jour serait aussi spécial pour moi que pour eux. Mais personne ne m'avait prévenu, personne n'avait dit « Nous avons fait d'autres arrangements pour les places ». Personne ne m'a même regardé quand je suis arrivée, pas même Daniel. Il était trop occupé à sourire largement, à ajuster ses boutons de manchette, à laisser sa belle-mère l'embrasser sur la joue, comme si c'était elle qui l'avait élevé, comme si c'était elle qui veillait chaque nuit quand il faisait des terreurs nocturnes, comme si c'était elle qui prenait des doubles quarts de travail quand il avait besoin d'un appareil dentaire et que je ne pouvais pas payer à la fois le loyer et son sourire. J'ai serré mon petit sac à main, en cuir beige, celui qu'il m'avait offert il y a des années pour la fête des mères, quand il m'appelait encore « Maman ». Mes mains tremblaient, je le sentais dans mes poignets, une vibration subtile, comme quelque chose d'électrique essayant de s'échapper par le bout de mes doigts. Le responsable de la restauration, un garçon qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, m'a souri maladroitement. Ils ont dit que vous deviez attendre ici, madame. La mariée ne voulait pas, de conflit visuel avec le thème. Je l'ai fixé. Le thème ? Il a grimacé, jetant un coup d'œil aux portes battantes. Le bord argenté a heurté le mur à nouveau avec un bruit sec. Des rires ont jailli de la salle de réception, suivis d'une explosion de musique. Comme, la cohérence esthétique avec les photos et tout ça. Je me suis assise lentement. La chaise a grincé. Il y avait une tache sombre sur le sol sous mes pieds, peut-être de la sauce. Mes chaussures collaient légèrement quand je les déplaçais. J'ai regardé mes ongles, fraîchement manucurés en rose pâle, puis la poitrine de poulet froide que quelqu'un avait posée devant moi sur une assiette blanche et bréchée. Le pire, c'est que je n'ai rien dit, pas un mot, parce que c'était son jour, parce que je me suis dit « Ne gâche pas ça pour lui, ne sois pas cette mère-là », parce que j'avais tout payé et que je croyais encore que cela signifiait quelque chose. J'ai sorti le programme qu'on m'avait donné à l'église, une écriture cursive élégante sur un carton crème. Aucune mention de moi nulle part. Son père l'a accompagné dans l'allée, sa mère a prononcé le premier discours. J'étais juste le portefeuille, le fantôme dans la cuisine, la femme que personne ne voulait sur la photo. La porte a battu à nouveau. J'ai aperçu le lustre, l'orchestre qui commençait, la première danse. Daniel et Émilie tournoyaient sous une lumière dorée douce. Il n'a pas regardé une seule fois dans ma direction. J'ai pressé ma serviette contre ma bouche, faisant semblant d'essuyer une tache inexistante. Mes yeux brûlaient. Je me suis dit que c'étaient les oignons de la cuisine, la vapeur, la chaleur, pas la trahison. Mais c'était ça, mon Dieu, c'était ça. Et quelque part, au fond de moi, quelque chose s'est fissuré silencieusement, comme une fracture capillaire dans du verre, qu'on ne remarque pas avant que tout le panneau ne se brise. J'ai fixé le mur devant moi.
il y avait une tache de peinture écaillée derrière un extincteur. Je l'ai fixée si intensément que j'ai cru que j'allais y percer un trou. Ce point est devenu mon encre, mon point focal, la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer devant un serveur portant des bouchées de crabe. Parce que si je laissais sortir, si je commençais à pleurer, je ne savais pas si je pourrais m'arrêter. J'ai pris une grande inspiration, puis une autre. Le poulet sur mon assiette était devenu froid. Je n'y ai pas touché. Finalement, quelqu'un a apporté le dessert. Je ne l'ai pas goûté, j'ai juste fixé les couches de blanc et d'or, ses couleurs, sa vision parfaite. Et puis j'ai passé l'appel. C'était court, direct. Je n'avais pas besoin de m'expliquer, juste 3 annulations simples. Les fleurs pour le brunch de demain, la seconde moitié du paiement de l'orchestre et le bar ouvert qui devait durer jusqu'à minuit. Ma voix était stable, calme, contrôlée. Et quand j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni culpabilité ni regret. J'ai senti la première lueur de quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, le pouvoir. J'ai regardé mes mains à nouveau, elles ne tremblaient plus. Mon cœur ne battait plus la chamade, juste un bourdonnement tranquille, comme un moteur qui redémarre. La porte a battu encore, un autre éclat de lumière, de rire, de la vie dont j'étais exclu. Qu'il trinque sans moi. J'avais mes propres plans maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une seconde. Je suis resté allongé dans ce lit d'hôtel rigide, toujours dans ma robe, fixant le ventilateur au plafond qui tournait au-dessus de moi comme s'il allait soudain se dévisser et s'écraser sur ma poitrine. J'espérais presque qu'il le ferait. Je pouvais encore sentir l'odeur de la graisse de cuisine dans mes cheveux, le parfum des roses coûteuses mêlé à l'odeur aigre de ma propre sueur, l'humiliation collant à ma peau comme une seconde couche. À un moment, j'ai retiré mes chaussures. Mes pieds étaient gonflés. Ils m'avaient fait mal pendant toute la réception, mais je n'avais pas osé les enlever. Il fallait que j'aie l'air présentable, même dans la cuisine. Vers 2 heures du matin, je me suis redressée. L'horloge numérique brillait en rouge. Mon téléphone a vibré à nouveau sur la table de nuit. Je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà ce qu'il y avait. Des appels manqués de Daniel, d'Émilie, un message de ma nièce qui disait simplement « Que s'est-il passé ? Tout le monde panique. » J'ai ouvert la feuille de calcul du budget du mariage sur ma tablette. Je l'avais tenue méticuleusement pendant plus d'1 an. Je connaissais chaque centime, chaque ajustement, chaque amélioration, chaque indulgence qu'Émilie demandait, toujours avec un sourire crispé et ce mot qu'elle utilisait comme un couteau enrobé de satin, élevé. Margaret, nous voulons juste quelque chose d'un peu plus élevé. C'est ainsi que j'ai fini par accepter des invitations calligraphiées à la main par un vendeur Etsy de niche dans le Vermont. C'est ainsi que le lieu est passé de la salle communautaire de l'église à une grange restaurée avec des lustres et des tonneaux de whisky antique. C'est ainsi que le bar ouvert a ajouté un menu de cocktails personnalisé et que le gâteau est passé de 2 étages à 5. J'ai tout payé. Personne n'a proposé de partager les coûts, ni Daniel, ni ses parents, et je n'ai jamais demandé, parce que je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas pu lui offrir quand je l'élevais. Je faisais défiler les transactions. Ma respiration s'est arrêtée quand je les ai vus, 2 frais non autorisés, effectués quelques jours avant le mariage. Une note de bar pour une dégustation, une amélioration du dîner de répétition, le même restaurant où il m'avait assise à l'arrière, près de la cuisine, encore une fois. Mon estomac s'est noué. J'ai vérifié la carte, ma carte utilisée sans permission. Et puis j'ai vu la note qu'elle avait laissée sur Venmo à l'une de ses demoiselles d'honneur. Sa mère couvre tout, autant en profiter. Vibe de mariage. Je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Je n'ai rien ressenti. Ce rien étrange et lourd qui vient après trop de douleur, comme si mes entrailles étaient engourdies, comme si mes terminaisons nerveuses s'étaient repliées pour se protéger. J'ai tendu la main et allumé la lampe. La lumière m'a piqué les yeux. Je suis allée au miroir au-dessus de la commode.
Mon reflet m'a surprise. Il y avait du mascara étalé sous mes yeux. Les lignes douces de ma bouche s'étaient durcies en quelque chose d'inconnu. Mes cheveux étaient plats, un côté écrasé par l'oreiller. J'avais l'air d'une femme qui avait vieilli de 10 ans en une nuit. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai lissé mes cheveux en arrière, lavé mon visage, je me suis assise au bureau et j'ai ouvert mes emails. J'ai rédigé 3 messages. Un au fleuriste. Veuillez annuler la livraison de dimanche, le solde du paiement est retenu, merci. Un à l'orchestre. En raison de changements dans le programme de l'événement, nous n'aurons pas besoin de la 2e prestation. Veuillez considérer l'affaire close. Un au fournisseur du bar. Nous réduisons les services post-réception. Veuillez annuler le 2e service. Ne traitez pas le solde restant. Tous étaient mais polis, professionnels, mais définitif. Il était presque l'aube quand j'ai appuyé sur envoyer, et quand le ciel dehors est passé du noir au bleu meurtri, j'ai fermé ma tablette, je me suis assise sur le lit, écoutant le bourdonnement discret de la climatisation, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti moi-même à nouveau. Je n'étais pas en colère, pas encore, mais j'en avais fini. Fini d'être pratique, fini d'être le portefeuille, fini d'être une pensée après coup, qu'il se débrouille, qu'il panique, qu'il se souvienne du moment où la musique s'est arrêtée, où le bar a cessé de servir, où les fleurs ne sont jamais arrivées, et qu'il se demande pourquoi. Et peut-être, juste peut-être, qu'il se rappellerait qui avait rendu ce mariage possible en premier lieu, la femme dans la cuisine, celle qu'il ne voulait pas sur les photos. La musique pulsait à travers le mur comme un battement de cœur lointain. J'étais assise là, sur cette chaise pliante, avec une assiette d'amuse-bouche froid et un Coca Light pris dans le frigo de la restauration, et j'essayais de ne pas écouter. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque rire, chaque acclamation, chaque tintement de verre parvenait jusqu'à moi à travers la porte battante, comme un rappel cruel de l'endroit où je n'étais pas. J'entendais quelqu'un porter un toast, une voix masculine, probablement son père, ou peut-être le témoin de Daniel. Je me suis légèrement penchée en arrière, juste assez pour apercevoir à travers l'entrebâillement de la porte. Ils étaient là, alignés devant cette arche florale ridicule que j'avais payée $1200, des chaises dorées, des bougies flottantes, une enseigne néon personnalisée qui disait « L'avenir est éternel » en cursive bouclée. Je reconnaissais les voix même quand je ne pouvais pas voir les visages. La mère d'Émilie, Suzanne, avec son ton de fausse sympathie caractéristique. « Mon Dieu, Daniel, tu es juste !» L'homme le plus adorable qui soit. Émilie a tellement de chance. Puis des rires, des acclamations. Je me suis figée. Là, assise à la table d'honneur, il y avait Suzanne, drapée dans un chiffon bleu marine, couverte de perles, comme si elle était née dans une vieille fortune, ce qu'elle n'était pas. Elle ne m'avait rencontré que 3 fois avant le mariage, n'avait jamais posé de questions sur ma vie, ne m'avait jamais remercié pour les paiements, n'avait même jamais proposé de contribuer 1 centime. À côté d'elle, le père d'Émilie, tenant court comme un roi de banlieue, avec un grand rire tonitruant, le même homme qui m'avait dit au dîner de répétition « Nous admirons vraiment votre persévérance. Élever Daniel toute seule et tout ça, ça a dû être dur. » Persévérance, comme si j'avais escaladé une montagne, pas travaillé des années en blouse pour que mon fils ait une vie sans vêtements d'occasion. Et il y avait Daniel, mon Daniel, souriant comme un étranger, assis entre ses parents comme s'il leur avait toujours appartenu. J'ai cherché ma propre famille. Ma sœur Carole était assise 2 rangées derrière, à côté de notre cousine Diane. Aucune d'elles n'a regardé vers la cuisine. Personne ne l'a fait. Je n'étais pas dans le spectacle. J'étais un problème qu'on avait résolu en me mettant une chaise à l'arrière et une porte qui se refermait. Quelqu'un m'a frôlé, une serveuse, une jeune fille, probablement à l'université. Elle a jeté un coup d'œil à mon assiette et a souri, gênée et coupable. « Voulez-vous un autre verre ou quelque chose ?»
J'ai secoué la tête. Je vais bien. Mais je n'allais pas bien, mon Dieu. Je n'allais pas bien. Chaque centimètre de moi me faisait mal. Les pieds, les épaules, la mâchoire si serrée que ça pulsait derrière mes yeux. Mon cœur pesait lourd dans ma poitrine, comme une boule de quelque chose de pourri qui refusait de bouger. J'ai regardé l'assiette, 3 olives, une tranche de brie, un petit triangle de pain grillé, triste. Je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner, mais je ne pouvais pas me résoudre à mettre quoi que ce soit dans ma bouche. Mon estomac était un point serré, ma gorge un tuyau étroit. J'ai pensé au plan de table. J'avais demandé à Émilie, doucement, des semaines plus tôt, « Avez-vous décidé où je serai assise ?» Elle avait souri, crispée, lumineuse. « Nous finalisons encore tout. Ne vous inquiétez pas, Margaret. Vous serez incluse. » J'aurais dû le savoir. Je le savais, quelque part au fond de moi. Je savais que j'étais manipulée, déplacée comme un accessoire, invitée pour le carnet de chèques, tolérée pour l'apparence, mais jamais vraiment désirée. Le pire, c'est que j'ai dit oui à tout. Je les ai laissés grignoter mon rôle, une petite concession à la fois. Pas de discours de ma part, pas de danse mère-fils, parce qu'il disait que ça semblerait gênant, pas de photos avant la cérémonie, pas de mention dans le programme, juste une place dans la cuisine. J'ai entendu Daniel rire à nouveau, ce rire profond et grondant qu'il avait enfant quand je le poursuivais à travers l'arroseur dans notre jardin. Le même rire que je n'avais pas entendu diriger vers moi depuis des années. J'ai senti quelque chose monter dans ma poitrine, pas du chagrin, pas de la déception, une rage silencieuse, contrôlée, dévastatrice. Je me suis levée, j'ai marché vers la porte battante, j'ai posé ma main sur le bord et j'ai poussé légèrement, juste assez pour jeter un coup d'œil à nouveau. Mes yeux ont croisé ceux d'Émilie. Elle m'a vue, elle savait où j'étais, savait ce qu'elle avait fait et elle a souri. Pas d'un air d'excuse, pas nerveusement mais calmement, avec assurance, comme si c'était naturel, comme si j'étais exactement à ma place. Elle s'est tournée vers ses demoiselles d'honneur, a rejeté la tête en arrière et a ri. C'est alors que j'ai su. Ce n'était pas une erreur, pas un oubli. C'était délibéré. Il l'avait planifié, choisi. Elle ne voulait pas de moi là-bas, et Daniel l'avait laissé faire. Ils l'avaient tous les deux fait. Et juste comme ça, quelque chose en moi a changé. Pas brisé, non, pas cette fois. Repositionné. Ma place dans leur vie avait changé et j'en avais fini de prétendre que je ne le voyais pas. Qu'ils aient leur projecteur, qu'ils boivent leur champagne. Ils pensaient que j'étais invisible. Ils n'avaient aucune idée de ce que je pouvais retirer. Le toast a commencé alors que j'étais encore debout près de la porte de la cuisine. Quelqu'un avait baissé les lumières dans la salle de réception. Je pouvais voir la lueur des guirlandes lumineuses au-dessus et le scintillement de l'or des sous-assiettes sur chaque table. Le micro a grésillé une fois, puis la voix de son père a retenti dans la pièce comme un animateur de jeu télévisé. À notre fille Émilie et à son parfait nouveau mari, Daniel. Des acclamations ont éclaté. J'ai reculé d'un pas. La cuisine derrière moi était chaotique. Des plateaux métalliques s'entrechoquaient. Des voix s'élevaient. Un serveur se disputait au sujet de l'assiette sans gluten de la table 12. Je me suis déplacé sur le côté. Je me suis appuyé contre le mur. Le plâtre était froid contre mon dos. L'odeur de l'ail et de l'huile chaude flottait dans l'air. De l'autre côté de la porte, son père continuait. Quand Émilie était petite, elle nous disait qu'elle voulait un conte de fées, un prince, un château et une fin heureuse. Eh bien, ma chérie, aujourd'hui, tu l'as obtenu. Plus d'applaudissements. Ma respiration s'est arrêtée. Il n'était jamais là quand Daniel était petit, n'a jamais vu mes nuits à nettoyer du vomi sur le sol de la salle de bain à 3 heures du matin, n'a jamais regardé mes heures à recoudre des boutons sur son uniforme scolaire, n'a jamais conduit des kilomètres sur des routes glacées juste pour l'emmener à un tournoi d'échecs.
Mais aujourd'hui, il réécrivait l'histoire et j'avais été effacée. J'ai regardé mes mains à nouveau. Mes doigts étaient tachetés, la peau fine, légèrement tremblante. L'air froid de la ventilation au-dessus faisait frissonner mes bras. Puis est venu le tour de la mère d'Émilie. Sa voix était sirupeuse, surrépétée. Nous sommes tellement reconnaissants d'être réunis aujourd'hui par tant de personnes qui aiment Émilie et Daniel, et d'accueillir Daniel dans notre famille. Il est déjà comme un second fils pour nous. Une autre acclamation, comme un second fils. Pas un mot sur moi. Pas un merci pour tout, Margaret. Pas un nous apprécions votre générosité. Pas un ce jour n'aurait pas été possible sans elle. Rien. J'ai mordu l'intérieur de ma joue si fort que j'ai goûté le sang. Mes pieds me faisaient mal, mais je refusais de m'asseoir. Puis est venu le moment que je redoutais, le discours du marié. Daniel s'est avancé vers le micro. Il était rayonnant, mâchoire forte, posture confiante, costume sur mesure que j'avais aidé à payer. Je l'avais vu prendre son premier souffle dans une unité de soins intensifs néonatale. Maintenant, il se tenait là, adulte, éclatant, un étranger. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici », a-t-il dit. Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs, polie, comme s'il l'avait répété devant un miroir. Je me sens tellement chanceux. Émilie, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Et à votre famille, merci de m'accueillir comme l'un des vôtres. Je me sens vraiment chez moi avec vous tous. Ma gorge s'est serrée. Et à tous ceux qui ont aidé à rendre ce jour possible, merci. Ce fut le jour le plus incroyable de nos vies. Mon nom n'a jamais été prononcé. Pas une seule fois. J'avais payé le lieu, la restauration, le photographe, le DJ, les nappes, l'enseigne néon personnalisée. J'avais même payé la robe qu'Émilie portait alors qu'elle se tenait là, la main sur son bras. Et pourtant, je n'existais pas. Les serveurs ont applaudi. Je n'ai pas bougé. L'orchestre a repris. La piste de danse a commencé à se remplir. Quelqu'un m'a apporté une part de gâteau sur une assiette en plastique. Je l'ai regardé. Vanille avec une garniture de framboise, son préféré. Je n'aime pas la framboise. Je n'ai jamais aimé. J'ai regardé la petite fourchette dorée qu'il m'avait donnée. Ma main était stable maintenant. Je me suis rappelé quand Daniel a eu 10 ans et a demandé un gâteau au chocolat avec des vermicelles. J'avais travaillé 2 quarts supplémentaires juste pour acheter celui qu'il avait pointé du doigt dans la vitrine de la boulangerie. Ses yeux s'étaient illuminés quand il l'avait vu. Il m'avait serré si fort ce jour-là. Ce garçon était parti. À sa place, un homme qui n'avait même pas pensé à me réserver une chaise. J'ai mis le gâteau de côté. J'ai attendu que la dernière bouchée de dessert soit servie, que les gens se lèvent, desserrent leur cravate, essuient le glaçage de leurs lèvres, que la musique atteigne ce pic parfait. Puis, je suis sorti de la cuisine, directement devant les serveurs, devant le bar, par la porte latérale. L'air dehors était frais et immobile, le genre de silence qui bourdonne dans vos oreilles. J'ai sorti mon téléphone. 3 appels. Un au fleuriste, un à l'orchestre, un au gérant du bar. Poli, direct, pas besoin d'explication. Quand je suis rentré à l'hôtel, les roues tournaient déjà. Le brunch de demain annulé, le set musical de fin de soirée retiré, le second barman et le menu de cocktail supprimé. J'étais restée silencieuse assez longtemps. Qu'ils profitent de ce qui reste, qu'ils ressentent le vide, l'absence, qu'ils posent des questions. Peu m'importait qu'ils me traitent de dramatique, de mesquine, d'ingrate. Ils m'avaient déjà effacé de l'histoire. Tout ce que j'ai fait, c'est tourner la page. La chambre d'hôtel sentait la lotion à la rose et quelque chose de légèrement métallique. Peut-être le stress, peut-être ma peau. Je me suis assise en tailleur sur le lit, le couvre-lit toujours parfaitement fait sous moi, intact depuis mon arrivée il y a 2 nuits. Je n'avais pas pleuré,
Pas une seule fois, mais quelque chose en moi était devenu froid. Pas gelé, non. Les choses gelées sont fragiles, elles se fissurent. J'étais en train de me durcir, tremper. Le soleil n'était pas encore levé. J'ai attrapé mon sac à main et sorti mon téléphone. 6 appels manqués, 2 messages vocaux, une douzaine de messages. « Daniel, où es-tu ? Pourquoi le brunch est annulé ? Maman, sérieusement, ce n'est pas drôle. Émilie, je ne comprends pas ce qui se passe. Vas-tu bien ? Réponds, s'il te plaît, c'est tellement puéril. » J'ai ri doucement, juste un souffle d'air par le nez. Puéril. J'ai ouvert l'application bancaire à nouveau. Mes doigts bougeaient avec la mémoire musculaire de quelqu'un qui avait équilibré un chéquier tous les dimanches pendant 3 décennies. Les frais étaient toujours là, non autorisés, arrogants. La mariée, ma nouvelle belle-fille, s'était servie de ma carte pour un barathon avant le mariage et une journée au spa avec son cortège. Je pouvais tout voir dans les reçus détaillés. Bouteilles de champagne, manucure, masques faciaux, brunch pour 8. Personne ne m'avait demandé, personne ne m'avait même informé. La confiance que je portais dans ma poitrine, comme une vieille couverture chaude et familière, semblait déchiquetée, comme si quelqu'un y avait passé des ciseaux pendant que je dormais. J'ai cliqué sur mes emails. Il y en avait 2 nouveaux. Un du fleuriste. Nous sommes déçus par l'annulation soudaine, mais nous comprenons. Selon notre accord, aucun remboursement pour un préavis inférieur à 48 heures. D'accord. Le second était du gérant de l'orchestre. Nous étions à mi-chemin de l'installation quand l'annulation est arrivée. C'est extrêmement inhabituel, mais votre message était clair. Nous laisserons le dépôt intact. D'accord aussi. Je ne faisais pas ça pour un remboursement. Je faisais ça pour moi, pour la femme invisible sur la chaise de cuisine, pour la mère effacée du moment clé de son propre fils. Mon estomac a gargouillé. Je n'avais rien mangé depuis la veille. L'idée de nourriture me donnait la nausée. Au lieu de ça, je me suis levée, j'ai tiré les rideaux rigides et j'ai regardé le soleil saigner dans le ciel, orange, puis rose, puis un jaune pâle qui rendait tout irréel. Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Un petit dossier rouge rangé dans le tiroir de ma commode à la maison. De vieux papiers, des documents légaux, des lettres que je n'avais jamais jetées. Je me sentais attirée par lui, comme s'il m'avait murmuré tout ce temps. J'ai emballé mes affaires lentement, pris une douche, lavé le parfum et le ressentiment, séché mes cheveux, enfilé un jean et une chemise boutonnée qui sentait encore légèrement le détergent à la lavande, et quitté l'hôtel sans un mot. Le trajet de retour était silencieux, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et le léger grésillement de la radio, jouant des chansons que je ne connaissais pas. Le genre de trajet où vous commencez à entendre vos propres pensées, fortes et non filtrées. Il ne t'a pas mentionné. Ils ont tous vu où tu étais assise. Personne n'a rien fait. Quand je suis arrivée dans mon allée, les roses que j'avais plantées il y a 2 étés étaient en pleine floraison. Je ne me suis pas arrêtée pour les admirer. Je suis allée directement dans la chambre, j'ai ouvert la commode, sorti le dossier rouge et je me suis assise sur le lit. Au fond de la pile, sous de vieux papiers d'assurance et quelques photos que je n'avais pas regardées depuis des années, il y avait une lettre. L'enveloppe était jaunie au coin, portant un cachet de l'Arizona, une date écrite de la main de mon défunt mari. Je me souvenais l'avoir trouvée des semaines après sa mort. Je ne l'avais pas ouverte à l'époque, je ne pouvais pas. Ça semblait être du sel sur une plaie ouverte, le laisser parler depuis la tombe alors que je n'étais pas prête à écouter. Mais maintenant, j'ai glissé mon doigt sous le rabat. Le papier était fin, son écriture penchée et familière. Ça commençait simplement. « Margaret, je sais que tu n'as jamais voulu entendre parler de moi à nouveau, mais j'ai besoin de te dire quelque chose. » J'ai senti mon pouls s'accélérer, mes mains tremblaient légèrement. J'ai porté un secret et je ne peux pas l'emporter dans la tombe. Tu mérites la vérité.
Daniel, il n'est pas biologiquement le tien. Je l'ai découvert il y a des années. Émilie était enceinte quand nous nous sommes mis ensemble. J'ai pensé que je pouvais prétendre qu'il était le mien, mais il ne l'est pas, et aucun de nous ne te l'a jamais dit. J'ai arrêté de lire. La pièce a tournoyé, juste une seconde, puis s'est stabilisée. J'ai lu le reste. Des excuses, des justifications, des regrets, des mots qui n'avaient connu plus de sens maintenant. Daniel, mon Daniel, était le produit d'une liaison, l'enfant d'une autre femme, laissé sur le pas de ma porte comme un test que je ne savais pas que je passais. Et j'avais réussi, Dieu m'en est témoin, j'avais réussi. Chaque genou écorché, chaque histoire du soir, chaque quart de nuit pris pour lui acheter des baskets et des photos de classe, j'avais réussi avec brio. Et pourtant, j'étais là, écarté, remplacé, effacé. Mais maintenant, j'avais une nouvelle clarté, une vérité assez tranchante pour couper des années de silence. Et j'en avais fini de saigner. Je n'ai pas pleuré, même en restant assise là avec cette lettre tremblante sur mes genoux, son poids plus lourd que tout ce que j'avais jamais tenu. Je n'ai pas versé une seule larme. À quoi bon? Les larmes avaient reconstruit l'enfance de Daniel, payé ses chaussures, ses médicaments contre l'asthme, sa première voiture. Elles avaient rempli mon oreiller après le départ de son père, et encore quand il a traversé la scène du lycée, sans jamais se retourner pour me faire signe dans la foule. J'avais épuisé mes larmes il y a des années. Ce que j'avais maintenant, c'était autre chose. Pas du chagrin, pas du cœur brisé, de la clarté. J'ai marché jusqu'à la cuisine et je me suis versé une tasse de café, noir, fort. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé l'arroseur du voisin tic-tic-tic à travers la pelouse. C'était un dimanche matin normal, mais je n'étais plus la femme qui payait pour le conte de fées demande de quelqu'un d'autre et recevait une chaise pliante derrière le bol de punch en retour. Je n'étais plus la femme qui avalerait ça, pas cette fois. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé avec le fleuriste. Ma voix était calme, polie. Je les ai remerciés pour leur compréhension, confirmé à nouveau que les arrangements de dimanche ne seraient pas nécessaires. Je n'ai pas expliqué. Je ne leur devais pas ça. L'orchestre était le suivant. Même ton, même silence sur la raison. Puis, le service de bar. « Bonjour, c'est Margaret Langley ?»« Oui, c'est exact. J'appelle pour annuler la réception de cocktail pour le brunch post-mariage. »« Oui. »« Non, aucun problème, juste un changement d'avis. Merci. » Clic. 3 appels, 3 coups. J'aurais pu m'arrêter là, mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais ce qui allait arriver. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai rallumé 5 minutes plus tard. 38 messages non lus, 3 messages vocaux. Daniel encore. Maman, où es-tu? L'orchestre n'est pas venu. Qu'est-ce qui se passe, mon sang? La mère d'Émilie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est incroyablement peu professionnel. Les gens posent des questions. Puis Émilie elle-même. Margaret, sérieusement, c'est parce que vous étiez contrariée par la place? C'est juste mesquin. Nous avions une vision. Ne gâchez pas ça. Mesquin. Le mot résonnait comme une insulte, comme un fer rouge. Et pourtant, quand je fermais les yeux, tout ce que je voyais, c'était son sourire narquois à travers la salle de réception, sachant où j'étais, sachant ce qu'elle avait fait, sachant que je ne me battrais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai éteint le téléphone à nouveau, qu'il panique, que les questions s'accumulent, qu'il réalise que le bar s'est tari parce que j'étais la source, que la musique s'est arrêtée parce que j'ai payé la dernière note, que les fleurs ne sont jamais arrivées parce que les racines étaient tout pourries. J'ai nettoyé la cuisine, essuyé les comptoirs, nourri le chat. C'était la paix la plus profonde que j'avais ressentie depuis des mois. Vers midi, la sonnette a retenti. Je n'ai pas répondu. Qu'ils frappent, qu'ils restent dans la chaleur de leur propre inconfort. Plus tard ce soir-là, j'ai posté une seule photo sur Facebook. Pas du mariage, pas de moi. Juste une photo du chèque que j'avais écrit
Le numéro de compte flouté, la signature visible. Pas légende, pas d'explication, juste ça. Une vérité qu'il ne pouvait pas nier. Un reçu de sacrifice. Puis je me suis déconnecté, pas seulement de Facebook, mais de la culpabilité, du silence, de faire semblant que ce n'était pas une trahison. Je n'avais pas besoin de leurs explications, de leurs justifications, de leurs versions. Qu'ils restent dans les décombres. Je n'allais pas les en sauver. Le silence était le premier signe qu'ils paniquaient. Plus de messages, plus d'appels. Juste un étrange silence tendu, comme l'œil d'une tempête passant directement au-dessus de ma maison. Je pouvais le sentir, la tension, l'attente. Ils ne savaient pas ce que j'allais faire ensuite. Moi non plus. Mais ça allait être à moi. Lundi matin, j'ai préparé du café et je me suis assise près de la fenêtre à nouveau. Pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, juste moi la journée et le bourdonnement du frigo en arrière-plan. Daniel n'avait pas appelé depuis hier. Le dernier message vocal était court, sec, défensif. « Tu as vraiment fait une scène, maman. Tout le monde en parle. Tu nous as embarrassés. Je ne sais pas ce que tu essayais de prouver, mais tu as dépassé les bornes. » Je n'ai même pas tressailli en l'entendant. Parce que voici la vérité que personne n'aime dire à haute voix. Vous pouvez tout donner à quelqu'un. Votre temps, votre argent, votre amour est resté jetable. Vous pouvez construire leur monde entier et on vous dira encore que vous ne faites pas partie de l'esthétique. La trahison ne me surprenait plus. Ce qui me surprenait, c'était à quel point je m'en fichais maintenant que j'avais arrêté de mendier leur approbation. Ce matin-là, j'ai supprimé son contact de mon téléphone. Juste son nom. Le numéro est resté. Je n'avais pas besoin de l'oublier. Je ne voulais simplement plus que son nom illumine mon écran comme s'il y avait encore sa place. Vers midi, je suis sortie. Épicerie, bureau de poste, petite course. La vie continuait. Et dans l'allée de la boulangerie, de tous les endroits, j'ai vu Diane, ma cousine, qui était venue pour le mariage. Elle a souri en me repérant, mais il y avait de l'hésitation derrière. « Margaret, hé !» J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée, a baissé la voix. « Vas-tu bien ?» J'ai croisé son regard. « Étais-tu bien me regardant assise là-bas ?» Elle a rougi. Je n'avais pas réalisé que c'était exprès. J'ai pensé que peut-être tu... Non, ai-je coupé doucement. Tu n'as pas pensé. C'est tout. Il y a eu un long silence. Je suis désolée, a-t-elle dit enfin. C'était mal. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai hoché la tête une fois. Merci. Elle semblait soulagée, comme si ce petit moment de responsabilité l'avait libérée. Ça ne m'avait pas libérée, mais c'était un début. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé un bouquet sur mon porche. Des œillets, le genre bon marché, déjà fanés. Pas de cartes. Je ne les ai pas ramenés à l'intérieur. À la place, je les ai portés directement à la poubelle. Plus tard ce soir-là, j'ai vérifié Facebook. La photo du chèque avait près de 100 commentaires. Des vieux amis, des collègues, des voisins, des gens que je n'avais pas entendus depuis des années. Certains étaient confus, d'autres indignés, mais la plupart comprenaient. Un commentaire m'a marqué. Ça m'a brisé le cœur, Margaret, et je ne me suis jamais autant identifiée à quelque chose. Merci de nous montrer qu'on n'a pas à rester silencieux. C'était ça. Le début de quelque chose de nouveau. Pas de la vengeance, pas de la rancune. Un pouvoir repris, qu'ils s'enragent dans les ronds, dans les discussions de groupe, qu'ils tissent leur propre récit. Je ne répondais pas. Je n'expliquais pas. J'étais enfin en train de choisir le silence, non pas comme soumission, mais comme contrôle. Et ce silence, cette fois, était le mien. Ça a commencé avec le tiroir, un vieux truc grinçant dans la commode de la chambre d'amis, à moitié coincé, toujours besoin d'un petit coup de hanche pour l'ouvrir. Je ne cherchais même rien en particulier,
juste à trier les restes d'une vie que j'avais été trop fatigué pour organiser. Mais quelque part, entre les déclarations d'impôts jaunissantes et les coupons périmés, je l'ai trouvé. Ce dossier rouge, encore. Le même que je pensais avoir déjà vidé. Mais glissé dans la pochette, si fin qu'il aurait pu faire partie de la doublure, il y avait une seconde lettre. Pas d'enveloppe cette fois, juste pliée une fois, puis encore. Écrite à la main, la même écriture, penchée, la même signature, celle de mon ex-mari, Michael, me regardait comme un fantôme. Elle était datée de 3 jours avant sa mort. Margaret, si tu lis ceci, je suppose que la première lettre t'est parvenue. Je ne sais pas si tu l'as ouverte. J'espère que oui. Je ne vais pas perdre de temps à m'excuser à nouveau. J'ai besoin de te dire quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas emporter avec moi, quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Daniel n'était pas juste l'enfant de quelqu'un d'autre. Il n'était pas censé être le tien du tout. Quand Émilie l'a laissé à ma porte, elle ne voulait pas le garder. Elle avait 18 ans. Elle était terrifiée. Elle m'a demandé de le donner à l'adoption. Je n'ai pas pu. Je n'avais pas le cœur. Je t'ai menti. Je t'ai dit qu'il était à nous, que c'était une erreur d'avant notre mariage. Tu m'as cru. Tu l'as élevé. Tu l'as aimé comme s'il était de ta chair. Mais la vérité, c'est qu'il n'était même pas ça. C'était l'enfant d'une étrangère, et toi, tu en as fait ton monde quand même. Je ne sais pas ce que tu ressentiras en lisant ceci, mais j'espère, mon Dieu, j'espère que tu sais que, quoi que j'ai fait de mal, j'avais raison de te choisir. Tu étais la seule personne assez forte pour être sa mère, pas à cause du sang, mais à cause de qui tu es. Je n'ai pas bougé. Les mots pesaient sur ma poitrine comme un rocher. Pas biologiquement le mien, pas même accidentellement le mien. Choisi par un homme qui nous a abandonnés tous les deux, qui m'a donné un enfant, et puis est parti comme si c'était une faveur. Ma respiration s'est arrêtée. Pour la première fois en jours, mes genoux ont fléchi. Je me suis assise sur le bord du lit, le papier toujours dans la main. 1000 images ont défilé dans mon esprit. La première fois que j'ai bercé Daniel pour l'endormir, ses petits poings serrés contre mon épaule, son premier mot, camion. La fièvre qui m'a tellement effrayée que j'ai conduit à l'urgence pieds nus en hiver. Le projet de foire scientifique sur lequel il a pleuré en restant éveillé quand le volcan ne voulait pas entrer en éruption. Son premier vrai chagrin d'amour. Son rire quand il a appris qu'il était accepté à l'université. Chaque moment que je pensais être à nous, j'avais construit ma vie autour de ce garçon. J'avais façonné mon identité autour du fait d'être sa mère. Et maintenant, je devais accepter quelque chose qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à accepter. Il ne m'a jamais vraiment vue comme telle. Il aimait ce que je donnais, pas qui j'étais, pas vraiment. S'il l'avait fait, il n'aurait jamais laissé Émilie me mettre dans cette cuisine. Il n'aurait jamais gardé le silence. Il n'aurait jamais laissé les autres m'effacer. J'ai posé la lettre sur le lit, je l'ai lissée avec ma paume. Ça ne ressemblait plus à une trahison, ça ressemblait à de la liberté. Pendant 62 ans, j'avais vécu une version de moi-même qui n'existait qu'au service des autres. Épouse, mère, pourvoyeuse, fantôme. Mais maintenant, avec cette vérité qui me regardait en encre fanée par le temps, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'avais un pouvoir que je n'avais même pas réalisé, parce que j'avais aimé quelqu'un complètement, quelqu'un qui ne m'appartenait pas, et je n'avais jamais laissé cela m'arrêter, parce que j'avais choisi de rester quand d'autres s'enfuyaient, parce que j'avais fait une famille, même quand ce n'était pas écrit dans le sang, et je pouvais choisir à nouveau à partir de maintenant. J'ai laissé la lettre ouverte sur la table de la cuisine. Je ne l'ai pas cachée, je ne l'ai pas enfermée. Je l'ai juste laissée là, bien visible, comme une vérité dont je n'avais plus besoin de me protéger. J'ai traversé la maison comme si je la voyais pour la première fois. Les murs beiges, les photos fanées de la remise de diplôme de Daniel au lycée, l'entaille dans le cadre de la porte quand il avait écrasé son vélo,
en essayant de rouler à l'intérieur. J'avais l'habitude de sourire à cette entaille. Maintenant, je la regardais simplement. Cette maison était un musée de sacrifices, de toutes les façons dont je m'étais effacé pour le garder entier. Le fauteuil fané où je l'avais allaité, le kit de couture que j'utilisais pour ourler ses pantalons, le garde-manger encore rempli de ses céréales préférées, Honey Bunches of Oats, même si j'avais arrêté de les aimer il y a des années. Ça m'a frappé d'un coup. Je ne savais pas quelles étaient donc mes céréales préférées. Je ne savais pas quel était le dernier livre que j'avais lu, qui n'était pas un guide parental ou une lecture obligatoire de l'hôpital. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais dépensé de l'argent pour quelque chose juste pour moi. J'avais vécu si longtemps en étant sa mère que j'avais oublié comment être une femme, une personne. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise sur le canapé. Le silence dans la maison avait changé. Il n'était pas solitaire, il était honnête. Mon téléphone a vibré sur la table d'appoint. Daniel encore. Un long message cette fois, un ton différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai réfléchi à tout. Émilie a dit qu'elle ne voulait pas te blesser. Je suis désolée si tu t'es sentie exclue. Si je me suis sentie, pas parce que vous m'avez exclue, pas parce que vous m'avez laissé derrière. C'était encore à propos de sa perception, de son confort, de son éloignement du blâme. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai pris la télécommande et allumé la télévision. Le bourdonnement d'une émission de cuisine a rempli la pièce, calme, stable. Mes yeux sont revenus sur la lettre. Il n'était pas à moi, pas biologiquement, pas légalement, mais j'avais été à lui, jusqu'à ce qu'il rende clair que je ne faisais plus partie de la famille qu'il construisait. La douleur en moi n'était plus pour lui, c'était pour la version de moi-même que j'avais abandonnée pour élever quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de demander « Ça va, maman ?» Toutes ces années, tous ces anniversaires que j'ai rendus spéciaux, tous ces matins de Noël où je restais éveillé après minuit à emballer des cadeaux de magasin à $1 dans des nœuds parfaits, tous ces jours où « Va t'asseoir, je vais faire la vaisselle » n'ont jamais existé parce que personne ne l'a jamais proposé. J'avais été sa musique de fond, son filet de sécurité, son silence fiable. Mais plus maintenant. Ce soir-là, j'ai retiré chaque photo encadrée de nous des murs, pas par colère, pas par rancune, parce qu'il était temps d'arrêter de vivre dans un sanctuaire dédié à une version de la maternité qui exigeait que je disparaisse. Je les ai emballés doucement, enveloppé le verre dans de vieilles serviettes, étiqueté la boîte. Souvenir, pas obligation. J'ai cuisiné le dîner, juste pour moi. Une recette que j'avais vue une fois dans une émission de voyage, des pâtes au citron et au beurre avec des tomates cerises rôties et de l'ail. Pas de nuggets de poulet, pas de macaroni au fromage en accompagnement, juste ce que je voulais. J'ai allumé une bougie pendant que je mangeais, mis du jazz doux, dressé la table pour une personne. C'était calme, mais pas vide. C'était le son de la reconquête de quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu, moi-même. La liste d'invités a commencé par le silence. Pas de stylo à paillettes, pas de papier doré, juste un bloc-notes jaune ligné et le bruit de mon stylo grattant le papier. J'ai écrit les noms un par un, pas les gens que je devais inviter, les gens que je voulais. Claire, ma vieille amie des urgences, qui glissait du café dans mon casier quand je faisais des doubles quarts. Monsieur Henderson, mon voisin d'à côté, qui déneigeait toujours mon allée avant que je puisse sortir. Dana, de la librairie que je visite tous les dimanches, qui demande toujours des nouvelles de ma semaine et écoute vraiment. L'infirmière Janet, qui est restée tard le jour de son propre anniversaire pour m'aider à couvrir un quart. Aucun ne partageait mon sang, mais chacun m'avait fait sentir vue d'une manière que mon propre fils n'avait jamais faite. Et c'était le nouveau thème, des gens qui me voyaient. Ce n'était pas un mariage, pas une fête, juste un dîner chez moi avec ma nourriture, à ma table,
Pas de chaise pliante, pas de cuisine à l'arrière. J'ai passé les jours suivants à tout préparer, pas parce que je devais impressionner quelqu'un, mais parce que je le voulais. Pour la première fois en année, je ne préparais pas quelque chose pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas à propos de Daniel, ce n'était pas à propos de rédemption, Ce n'était pas à propos de prouver quoi que ce soit. C'était à propos de faire de la place pour la joie, pour moi. Je suis allée au marché et j'ai choisi les ingrédients moi-même. Basilic frais, ail, tomates anciennes, pas un seul plateau d'amuse-bouche surgelé en vue. J'ai même acheté une nouvelle nappe, bleue avec des tournesols. Ça me rappelait quelque chose que j'aurais aimé quand j'avais 20 ans, avant que tous les devrais ne commencent à s'empiler comme des briques autour de ma vie. Le matin du dîner, je me suis réveillée tôt et j'ai mis de la musique pendant que je cuisinais. Van Morrison, Stevie Nicks, Norah Jones. Ma maison sentait l'ail, l'huile d'olive et le zeste de citron, comme la chaleur, l'effort, comme chez moi. Le premier invité est arrivé juste avant 18 heures. Claire, avec une bouteille de rouge et un grand sourire. « Tu es magnifique, Maggie. » Je l'étais. Cheveux gris doux aux tempes, mais lâches et confiants, une blouse en lin qui rendait ma peau fraîche, pas de Spanx, pas de larmes de mascara prêtes à couler, juste moi. Ils sont arrivés petit à petit après ça, 6 invités, des rires à la porte, des embrassades qui duraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû, du vin versé sans demander la permission. Nous avons mangé à la table que j'utilisais autrefois et pour plier le linge et aider Daniel avec ses devoirs de maths. Maintenant, elle était pleine de plats qui passaient, de fourchettes qui cliquetaient, de serviettes essuyées sur les bouches au milieu des rires. J'ai ri aussi, vraiment ri. Quelqu'un a parlé de mauvais premier rendez-vous, quelqu'un d'autre a admis voler un stylo à la banque chaque semaine par pure rancune, et quelque part, entre le dessert et les secondes portions, ça m'a frappé. C'était ça, la famille. Pas assignée par le sang, mais choisie, intentionnellement, authentiquement. Je ne me sentais pas oubliée. Je ne me sentais pas gérée. Je ne me sentais pas petite. Je me sentais présente. Vers la fin de la soirée, alors que nous étions assis sous les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées sur la terrasse arrière, Claire a levé son verre. « À Margaret », a-t-elle dit, pour être le genre de femme qui nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour prendre sa place à la tête de sa propre table. Tout le monde a fait teinter ses verres. J'ai ri doucement et je pensais chaque mot quand j'ai levé mon verre et dit « à être enfin vu ». Le coup à la porte est arrivé juste après midi, pas fort, pas urgent, mais régulier, comme s'il savait que j'étais là et qu'il n'allait pas partir tant que je n'ouvrais pas. Je me tenais dans le couloir, pieds nus, regardant sa silhouette à travers le verre dépoli, Daniel. Ça faisait 1 semaine depuis le mariage, 7 jours de silence de ma part, 7 jours de décomposition pour lui. J'ai ouvert la porte lentement. Il avait l'air pareil, mais pas vraiment. Le costume avait disparu, tout comme l'éclat. Il portait un t-shirt froissé, des cernes sous les yeux. Sa bouche s'est crispée quand il m'a vu, comme s'il avait répété 10 façons différentes de commencer cette conversation et les avait toutes oubliées d'un coup. « Salut, maman !» Je n'ai pas répondu. Je me suis écarté, l'ai laissé entrer. Il a hésité, puis est passé devant moi. La maison était propre, silencieuse. La lumière du soleil traversait le sol du salon. Sur la cheminée, les photos avaient disparu, toutes celles de lui. Il l'a remarqué. Ses yeux ont glissé vers les espaces vides. Où sont les photos? J'ai ignoré la question. Assieds-nous et toi, ai-je dit, calme, plat. Il a obéi s'enfonçant dans le fauteuil en face de moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Enfin, il a soupiré, passé une main dans ses cheveux. Je ne suis pas venu pour me battre. J'ai hoché la tête. Bien. Je veux juste. Il a secoué la tête. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tout allait bien, et l'instant d'après, tu annules des choses,
Tu postes des chèques sur Facebook. Ça a piqué. Il n'a pas demandé ce que je ressentais. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il voulait une explication. Je me suis levée, suis allée au placard du couloir et j'ai sorti une boîte. Je l'ai posée doucement sur la table basse entre nous. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « Des reçus, ai-je dit. Tous, des 12 derniers mois. Dépôt pour le lieu, essayage de robe, acompte pour le traiteur. J'ai même couvert la piste de danse supplémentaire que tu voulais. Tu te souviens ? » Ses yeux ont parcouru les papiers, mais il ne les a pas touchés. Puis j'ai sorti l'élément suivant. La lettre. L'écriture de son père, reconnaissable entre mille. Je n'ai pas parlé pendant qu'il lisait. J'ai observé son visage. D'abord la confusion, puis la reconnaissance, puis l'ombre lente de l'incrédulité. Il a levé les yeux, sa voix s'est brisée. « Tu savais ?»« Je sais maintenant, » ai-je dit. Il a dégluti difficilement. « Donc, tu es en colère parce que je ne suis pas... » « Je ne suis pas en colère parce que tu n'es pas mon fils biologique, » ai-je dit, le coupant. « Je suis en colère parce que je t'ai élevé, Daniel. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et quand est venu le moment de m'honorer, de te lever et de dire « Cette femme m'a fait », tu t'es assis. Il a baissé les yeux, silencieux. « Tu les as laissés me pousser dans la cuisine, » ai-je continué. Ma voix ne tremblait pas. Tu les as regardés m'humilier et tu n'as rien dit. C'est ça qui m'a brisé. Pas ton ADN, pas l'argent. Il a enfin parlé, à peine au-dessus d'un murmure. Je ne pensais pas que ça compterait. Émilie a dit, elle a dit que ce serait mieux pour les photos, pour l'apparence. Je ne pensais pas que tu serais blessé. J'ai ri, froid, bref. Tu ne pensais pas, exactement. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la cheminée. J'ai tenu un des cadres vides. Ça contenait une photo de ta remise de diplôme de maternelle. Tu avais une dent manquante et du marqueur sur ta chemise. Tu as couru hors de la scène directement dans mes bras. Je l'ai posé face contre terre. J'en ai fini de m'accrocher à des versions de toi qui n'existent plus. Il a tressailli, comme si je l'avais frappé. « Maman, non !»« Non !» ai-je dit fermement. « Je ne suis plus ton décor, ton compte en banque. T'as pensé après coup. » Il a regardé le sol, sa mâchoire serrée. Il a hoché la tête lentement. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. « Trop peu, trop tard. » J'ai pris la boîte, fermé le couvercle, la lui ai tendue. « Ce sont à toi maintenant. Prends-les. Chaque reçu, chaque registre, chaque rappel de ce que tu as choisi d'ignorer. » Il a hésité, puis a pris la boîte et je l'ai raccompagné à la porte. Il s'est arrêté sur le seuil, s'est retourné vers moi, comme s'il cherchait une fissure, une douceur, un signe que la porte pourrait s'ouvrir à nouveau plus tard. Mais elle ne le ferait pas. « Tu disais toujours que j'étais tout ton monde, » a-t-il dit doucement. « Tu l'étais, » ai-je répondu. « Et maintenant, je suis enfin le mien. » Puis j'ai fermé la porte. La maison était chaude de rire, de vrai rire, le genre qui remplit votre poitrine et fait plisser vos yeux sans que vous vous en rendiez compte, le genre qui résonne à travers les murs et vous rappelle que vous êtes vivant. L'odeur de l'ail et du romarin dansait dans l'air. La table était dressée avec soin. Nappe bleue et jaune tournesol, assiettes dépareillées, serviettes en tissu pliées en petits éventails. J'avais placé une bougie au centre, pas pour impressionner qui que ce soit, juste parce que j'aimais la façon dont la flamme faisait briller les couverts. Mes invités étaient rassemblés dans le salon, sirotant du vin, partageant des histoires. Monsieur Henderson était dans un coin, racontant comment il s'était enfermé dehors en sous-vêtements une fois. Tout le monde hurlait de rire. Claire avait les larmes aux yeux à force de rire. Et moi, j'étais dans la cuisine, pieds nus, tenant un verre de vin, souriant. Pas
en attente d'être appelée, pas cachée derrière une porte, pas oubliée. J'étais l'hôtesse. J'étais présente. J'étais vue. J'ai dressé le dernier plat, des légumes rôtis au thym et au sel de mer, et l'ai apporté. En le posant sur la table, quelqu'un a applaudi. La chef Margaret frappe encore, a dit Claire avec un sourire. Nous nous sommes assis, avons passé les bols, versé plus de vin. Quelque part entre la deuxième portion et la dernière bouchée de pain de maïs, Claire a levé son verre à nouveau. « Je pense qu'on devrait porter un toast », a-t-elle dit. Tout le monde a hoché la tête. « À quoi ?» a demandé Dena. Claire s'est tournée vers moi. « À choisir soi-même », a-t-elle dit. « Et à savoir quand arrêter de donner à ceux qui ne savent que prendre. » Tout le monde a levé son verre, et moi, enfin, pleinement, j'ai levé le mien aussi. Je me suis levée. Mes mains ne tremblaient pas, ma voix ne vacillait pas. J'ai regardé chaque visage autour de cette table, des gens qui n'étaient pas liés à moi par l'obligation ou le sang, mais par le choix, par l'amour, par le respect. Et j'ai dit, aux mères qui sont restées silencieuses trop longtemps, aux femmes qui ont tout donné et à qui on a dit que ce n'était toujours pas assez, à celles qu'on a demandé de s'asseoir dans la cuisine après avoir construit la maison entière. C'est pour nous. Puisse-t-on ne plus jamais nous asseoir, sauf à la tête de notre propre table. Les verres ont tinté. Quelqu'un a applaudi et je me suis assise. Pas à l'arrière, pas hors de vue, pas en exil, mais sur ma chaise, à ma place. Daniel n'a plus jamais appelé. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Les gens qui comptaient étaient déjà là. Le lendemain matin, je me suis réveillée au chant des oiseaux et à la lumière qui se déversait par ma fenêtre. Pas de regret, pas de serrement dans la poitrine, juste de la paix. J'ai fait du café, je me suis assise sur le porche, ma robe flottant doucement dans la brise. J'ai regardé mon jardin, les roses en pleine floraison, sauvages et éclatantes. Je n'étais plus le décor de quelqu'un. J'étais le personnage principal de ma propre vie. Et enfin, c'était assez. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.